Bienvenue à Pierre-Vive. Je vais juste vous demander, par correction, de bien vouloir éteindre tous vos portables. Et puis, je vais laisser la place à nos deux conteuses. Bon après-midi. Ero dedi macabanetto che non fazia massa lumetto, ai entendu cantalugal. Sous sorti des fort munestau, ai vis passa tres bergeiretto, ciascun avie sa lanternetto, iai di bergei ero entanas. Anna Bethlehem che l'ubundi esnai, aves pas besoin d'un compagno per travessa aquellos montagno, n'animo su soi trop complaisant, in quatre camba de nostro i serein. Save qu'es las fios sum pauruso, surtout la nuit, tan dangeruso, cau cerco diu, a pas jamais pau. Arrivar un leu si l'ubundi ou l'ouvou. J'étais dans ma cabanette quand j'ai entendu le coq chanter. Je suis sortie du cœur de ma maison. J'avais mes allumettes à la main pour le feu. Et là, j'ai vu passer 3 petites bergères. Je leur ai dit, mais où allez-vous les petites bergères? Elles m'ont dit, nous allons à Bethléem, là où le bon Dieu est né. Non, monsieur, merci. Nous n'avons pas besoin de compagnie. En 4 enjambées, nous traverserons ces montagnes. Mais enfin, je sais que les filles sont peureuses, surtout la nuit, tant dangereuse. Celui qui est avec Dieu n'a jamais peur, et nous irons loin s'il le veut. Il était une fois donc 3 petites bergères qui un beau jour se disent, car elles ont entendu ce dicton, « Si vous vous comportez comme un mouton, vous serez tondus ». Alors elles se disent qu'elles vont laisser leur troupeau de brebis, car les chèvres, c'est libre, ça court partout dans les Cévennes. Et puis leur grand-mère leur racontait quand elles étaient petites la légende de la chèvre d'or, enfin les légendes, car c'est un grand mystère cette chèvre d'or. Et elles ont entendu aussi cette histoire sur ce troubadour. Un jour, il est allé dans un château et il a entendu parler d'une princesse orientale qui était si belle, qui avait tant de vertus, qu'aussitôt son cœur s'est enflammé pour elle. Et cet homme a pris son courage et il a décidé de traverser le sud de la France à pied, toute l'Italie. Il a même traversé la Méditerranée à la nage. Et quand il est arrivé de l'autre côté, sous le palais de la Belle, il s'est effondré. Elle avait entendu parler de cet amoureux qui était prêt à traverser des contrées pour aller la rencontrer. Alors elle est descendue. Elle l'a pris dans ses bras pour le secourir. Et lui, il a plongé son regard dans ses yeux plus grands que le ciel étoilé et il les a fermés définitivement. On dit qu'il a trouvé l'Éden. Mais les bergères, elles ne veulent pas mourir. Elles veulent juste réaliser leur rêve, percer le mystère de la chèvre d'or. Et le lendemain, la plus jeune bergère, celle qui est toute vive, toute innocente, fait un rêve étrange. Il y a une femme tatouée qui lui dit « Si vous voulez trouver ce que vous cherchez, partez en quête de cette chèvre d'or. » Alors elles se disent que sans doute elle a dû traverser la Méditerranée pour rejoindre les Sarrasins, et peut-être même qu'elle est allée à Bethléem. Alors, elles entament ce voyage. Mais c'est un voyage tourmenté. Et au lieu d'arriver à Bethléem comme prévu, elle se retrouve dans ce tout petit village.
Il est beau, il est aux abords du Rif marocain, dans cette tribu Tamazirt. Et c'est un village qui semble hors du temps. Et à présent, elle marche seule sur les sentiers du temps, qui s'effacent peu à peu au gré du vent, emportant avec eux de précieux trésors. Il viendra un temps où tu reviendras ici, là où tu es né. Tu chercheras un nom que tu ne trouveras pas. Et tu diras, mon Dieu, mais où est cet endroit? Je veux le revoir, rien qu'une fois. Et à présent, elles sont dans ce village, à Bénicidel, et elles remarquent derrière les figuiers, les plantes grasses, qu'il y a une rivière qui longe, et elle est curieusement bordée de fleurs. Il n'y en a que d'un seul côté. Et au bout du chemin, là-haut, elle voit une femme tatouée, lourdement chargée de 2 jarres, dont une qui fuit. Cette femme, quand elle s'approche des bergères, on peut voir que sur son visage, ridé comme un morceau de cuir, qu'il y a des tatouages ancestraux. Et avec son regard pétillant de malice, elle dit « Hey, Mahna !» Qui attache cette lourde charge sur mon dos? Et cette jarre qui est fêlée. Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Mais tu ne crois pas si bien dire. Figure-toi que je me suis rendu compte que lorsque je revenais chez moi, bien chargée, ces fleurs embaument mon cœur. Elles illuminent mon chemin de retour. Quel est ce chemin qui vous mène jusqu'à moi? Alors la plus âgée des bergères dit « On a voulu aller à Bethléem et je ne sais pas comment ça se fait, on se retrouve là dans ce petit village de Bénicidel, on est perdus, on a laissé nos moutons. » Mais non, vous n'êtes pas perdus. Vous êtes mes invités. Marhaba bikant. Je m'appelle Antemana. Moi aussi, j'étais gardienne de moutons, mais il y a longtemps que je les ai laissés tomber. Hein. Alors venez, on va dormir chez moi. Vous ferez tout comme moi. On dormira même le sol sur des peaux de mouton. On passera une excellente nuit parce que moi, j'ai des choses à vous dire. Et je crois que vous aussi. Allez, venez. Elles passent une excellente nuit. Le lendemain matin, toutes ensemble, elles reprennent le chemin fleuri. Elles descendent jusqu'à la rivière, traversent à gué, et de l'autre côté, elles s'enlisent dans de l'argile rouge aussi glissante que les neiges sévenoles. Mais elles sont aussi agiles que des chèvres, sévenoles. Alors elles arrivent à grimper tout en haut, et là, il y a un spectacle surprenant. Un arbre, c'est un olivier très âgé, qui est en forme de fourche, et il est couvert de rubans. En dessous, il y a toutes sortes de personnes, des villageois, qui font des vœux, car c'est l'arbre à souhait, c'est Sidi Salem. Alors la plus jeune, toujours elle, va prendre un ruban, elle l'attache et elle fait vœu de percer le mystère de la chèvre d'or. Les gens qui sont là également, c'est vrai, attachent des rubans aux différentes branches, mais eux, ils font surtout le vœu de guérison. Et dans une grande ferveur, ils disent « Ya Rabbi Yawi Shifa » Que mon vœu se réalise. Ya Rabbi Yawi Shifa. Que mon vœu se réalise. Ya Rabbi Yawi Shifa. Que mon vœu se réalise. Et les bergères voient au loin arriver 3 femmes. Elles sont toutes habillées de blanc, tatouées elles aussi, et elles sont vénérées dans tout le village, car elles ont un âge important, mais aussi beaucoup de sagesse. Et elles s'approchent d'elles en souriant, en leur disant « Venez, je vous invite à prendre le thé selon la tradition. » Les bergères les suivent et rentrent dans leur petite maison. Et de fil en aiguille, le temps passe. La nuit est tombée, et là aussi, les bergères sont invitées à rester. Et le lendemain matin, une des 3 accoucheuses dit aux bergères « Chez nous, le matin, on fait le rituel des rêves, car il est important de se souvenir de la nuit
et de ce que les rêves ont à nous dire. Et de son regard pétillant de sagesse, elle se tourne vers une bergère et elle lui dit « Rkhalo Salama, raconte-nous ton rêve si tu veux bien, mais attention !» Et les bergères, c'est pareil. Ne faites pas comme ces trois-là qui sont partis en pèlerinage. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas emporté assez de nourriture. Il leur restait plus qu'un morceau de pain à se partager en trois. Alors l'un d'entre eux a dit « qu'à cela ne tienne !» On passe la nuit et le lendemain matin, au moment du rituel des rêves, celui qui racontera le meilleur rêve, eh bien, il pourra manger le bout de pain tout seul. C'est ce qu'ils ont fait le lendemain. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et toi? Et toi? Oh ben moi, j'ai rêvé que j'étais en enfer. C'était horrible, les tourments de l'enfer. Enfin bref, j'étais pressée de me réveiller. Et toi? Eh bien moi, c'était tout le contraire. J'étais au paradis. C'était merveilleux. Et quand je me suis réveillée, je dis, oh là là, revenir dans ce monde. Et le troisième a dit, j'en étais sûre. Toi, j'ai rêvé que tu étais en enfer, et toi, j'ai rêvé que tu étais au paradis. Alors je me suis dit, ces deux-là, ils ne reviendront pas. Et j'ai mangé le bout de pain. Rkhalo Salama, raconte-nous. Alors la plus jeune bergère dit « Oui, effectivement, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. C'était vraiment étrange. J'étais en train de me promener dans un grand champ et j'ai vu un aigle blanc couronné d'or. Il est venu se poser sur mon épaule et il m'a dit « Si tu veux trouver la chèvre d'or, va sur la crête là où il y a des grottes. » C'est bien. روحت لكن انت دير قرخة. Allez-y. Vous trouverez le bien sur votre chemin. Les trois bergères prennent ces propos pour une bénédiction. Alors elles vont sur le chemin de la crête aussitôt. Et la plus jeune, en grimpant, voit une petite fille qui s'avance vers elle et qui veut se joindre à leur marche. Elle l'accepte sans problème. Et sur le bord de la route, il y a de l'argile naturelle toute blanche. Alors elle en prend une boule, elle en modèle un oiseau blanc magnifique qu'elle donne à la fillette. Et elles continuent leur ascension. Bientôt, elles arrivent au sommet, sur la crête. Là, il y a des constructions troglodytes et des grottes. Eh bien, ces grottes, leur explique Antemama, il y a bien longtemps, elles ont servi de refuge aux rebelles berbères. Oui, en ce temps-là, on peut dire que la liberté est une femme. Oui, une femme qui s'appelait Dahia. Dahia veut dire belle gazelle, ou comme l'appelaient les Arabes, la Kaïna, la devineresse. Et Dahia était belle. Elle avait de longs cheveux roux et des yeux verts. Et elle a réussi à soulever une armée de paysans pour résister à l'envahisseur. Elle leur disait « N'ayez pas peur, ce Dieu qu'il nous prêche de si loin par les armes n'est que le voile de la conquête. Notre Dieu, nous le connaissons, nous en avons déjà un, on peut le voir, le toucher. C'est notre mère nourricière, la Monana. Regardez, je l'embrasse là, devant vous, c'est la terre vivante qui nous fait vivre, la terre libre d'Amaziran, la terre des hommes libres. Et la plus âgée des bergères s'approche en disant « Mais nous, en Cévennes, nous en avons une aussi. C'est la blondine. » Comme c'est intéressant. Ah, elle ressemblait à une déesse avec ses longs cheveux blonds, ses yeux plus vastes que l'azur. Et c'était une prophétesse. Au temps des Camisards, quand Louis XIV envoyait ses troupes de soldats, les dragons du roi, comme on les nommait, eh bien, dans le désert, dans la nature, elle prêchait. Et elle indiquait aux soldats Camisards comment vaincre les dragons. Et eux aussi se cachaient dans des grottes. Ah, ces femmes. Eh bien, toutes ensemble, elles continuent leur chemin. Et sur le chemin, elles voient des petites chèvres qui courent partout sur les pierres. Et les bergères se disent « Eh, vous avez vu, c'est bon signe, il y a ça. On est sur le bon chemin, non ?» C'est un bon présage. Et elles arrivent jusqu'à la fontaine. C'est une fontaine qui est étrange parce qu'elle est construite comme un marabout dans une construction en pierre ronde. Et quand les bergères arrivent à l'intérieur, elles plongent leurs mains dans la fontaine. Et aussitôt, il y a des bulles qui remontent. Des bulles de toutes sortes. Ya Rajab, leur dit Antemama, vous avez vu ce que vous avez fait de vos mains? Ces bulles veulent dire que vous avez une âme belle. Parce que cette fontaine lie les âmes. Si l'eau était restée lisse
et stagnante, cela voudrait dire que les âmes sont insignifiantes. Ou alors, si l'eau avait fait de gros bouillonnements, là, c'est que les âmes sont préoccupées. Et les vôtres, c'est merveilleux, vous avez vu ? Les bergères sont fières, elles prennent ça comme encore un bon signe, mais elles veulent sortir de cette construction quand le ciel se couvre et un orage terrible gronde. Des éclairs apparaissent et la pluie tombe à verse. Elles attendent un instant, peu à peu le ciel se dégage et un magnifique arc-en-ciel apparaît dans le ciel. L'oiseau d'argile que la jeune fille a dans ses mains se transforme alors, se métamorphose en un véritable oiseau et il s'envole dans le ciel sur l'arc-en-ciel et il se met à chanter. يثبت شمرات أخرج روفي ذوران عاشق شمس الجيرث ثاني ذا نوار عاشق شمس الجيرث غار الزيري ثياب. Ô colombe blanche, j'ai rêvé de toi cette nuit. Tu étais resplendissante. Par les monts et les montagnes, tu t'es envolée. Vers la lune, tu t'es envolée. Et sur un arc-en-ciel, tu t'es posée. En ce temps-là, lorsque les dieux venaient encore sur terre, il y avait Anzar, le dieu de la pluie. Et Anzar avait pour habitude de scruter la surface de la terre. Et un jour, il s'est posé là, au bord d'une rivière. Et dans cette rivière, il y avait une jeune fille qui s'y baignait comme on vient au monde. Cette jeune fille était belle, à faire pâlir la lune. Et Anzar, lorsqu'il l'a vue ainsi, il en est tombé éperdument amoureux. Il a dit « Ô étoile parmi les étoiles, épouse-moi ». Alors la jeune fille, toute intimidée, s'est cachée. Elle a dit « Ô Dieu des pluies, je voudrais bien, mais le qu'en dira-t-on ? Qu'en fais-tu ? Mon père ne voudra jamais. » Anzar, furieux, est reparti dans les cieux. Et à partir de ce jour-là, il a cessé de pleuvoir. C'était la sécheresse. Les paysans avaient beau scruter désespérément le ciel, pas l'ombre d'un nuage. Le temps passait ainsi et les gens se demandaient « Mais qu'est-ce qui a pu contrarier Anzar à ce point ?» Le chef du village a réuni les sages. Ils ont beau réfléchir, pas de solution. Jusqu'à ce que l'accoucheuse du village arrive dans cette réunion et dit « Mais attendez, c'est simple à comprendre. Anzar veut épouser la fille du chef. Voilà ce qui se passe. » Et les légendes d'ailleurs l'annonçaient. Et ce serait une bénédiction que le chef accepte. Le chef dit « Mais quoi ? Anzar, épouser ma fille unique, sacrifiée à un dieu, jamais. » Oh, attends, jamais, il faut jamais dire jamais comme ça. Ta fille est d'accord. Ils sont amoureux, laisse-les. C'est une bénédiction que je te dis. Le père finit par accepter. La cérémonie du mariage est organisée et cela dure 7 jours et 7 nuits. Et le 7e jour, le lendemain de la cérémonie du henné, eh bien, le cortège de la mariée est prêt à partir. La jeune femme est vêtue de soie blanche et elle est entourée de toutes les femmes du village ainsi que des jeunes filles. La procession démarre et les femmes entonnent un chant à Anzar. Elles lui demandent de faire pleuvoir. Khitna ya Allah, swamen insha'Allah. Eran jay as-sablili Anzar traqabad. Khitna ya Allah, swamen insha'Allah. Eran jay as-sablili Anzar traqabad. Et ainsi, tout ce monde arrive au bord de la rivière. Et la jeune fille est présentée comme elle se baignait, toute nue,
devant le lit asséché de la rivière. Et un silence assourdissant s'est installé. Puis tout à coup, on a entendu le tonnerre. Des éclairs zèbrent le ciel. La jeune fille, la fiancée de la pluie, qui tenait une louche en bois pour accueillir les premières gouttes de pluie, tout à coup, entend la douce musique de l'eau qui tombe sur le bois. Elle regarde et tout le monde lève les yeux au ciel et une pluie torrentielle se met à tomber. Lorsque les femmes regardent la jeune mariée, son corps ruisselle d'eau et l'eau forme comme un voile multicolore sur elle pour la couvrir. Et tout à coup, Anzar apparaît. La jeune fille est soulevée et lorsqu'Anzar tient son épouse dans les bras, il lui dit « Sèche tes larmes, femme, ne sois pas triste. Désormais, c'est ainsi que tu apparaîtras à ton peuple sous la forme d'un arc-en-ciel. Et ainsi, ils sauront que tu es toujours avec eux. La pluie ne s'accompagnera que d'un arc-en-ciel lorsqu'elle s'arrêtera. » Et c'est vrai que depuis ce temps-là, vous avez pu le remarquer, chers amis, après la pluie, un arc-en-ciel, avec beaucoup d'espoir. Et depuis ce temps-là également, et moi-même je l'ai fait lorsque j'étais petite, je ne sais pas si ça se fait encore, mais en tout cas chez nous, lorsque la pluie tarde à arriver, les enfants, avec des louches à la main et des poupées de bois pour symboliser la fiancée de la pluie, déambulent dans les rues et encore ils chantent la même chanson. Khitna khitna ya Allah, swaman insha'Allah. Et normalement, 3 jours après, il pleut. C'est incroyable ça, c'est ce qu'il nous faut ici quand il y a la canicule ou la sécheresse. Tu veux apprendre? Oui. Vous voulez apprendre? Peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà. Allez, on y va. Allez, on y va. Khitna khitna ya Allah, swaman insha'Allah. Ça va, mais on ne vous entend pas trop. On recommence, ça va rentrer. Et khitna khitna ya Allah, swaman insha'Allah. Et vous verrez, hein, ça va marcher. Ce moment, on n'en a pas trop besoin, mais bon. Et après ce conte-là, l'oiseau qui était sur l'arc-en-ciel revient se poser sur la construction autour de cette fontaine. Et il dit aux 3 bergères, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, si vous voulez vraiment percer le mystère de la chèvre d'or, retournez d'où vous venez. Cette fontaine a béni vos âmes, vous pouvez y aller en toute confiance. Et il s'envole de nouveau en chantant. يا ثبت شمرت أخرج في ذوران أجر شمس الجرف ثاني ذا نوار أجر شمس الجرف غارد زيري ثياب مش غاد ذوق وغارب وفار وتشند وتقنذ خغميري وفار. Comment puis-je voler? Des ailes, je n'en ai pas. Va, ne t'en fais pas, des ailes tu auras. Et des ailes, elles ont eu puisqu'elles ont pu rentrer chez elles. Et elles arrivent à Bar des Cévennes. Tire-la res jambidao, tire-la tout qui sous pluma, laigo bun luvimiu, tire-la tout mon compagnon. Et aujourd'hui, dans ce petit village des Cévennes, sur le versant, c'est la fête de la soupe. Alors tous les commerçants sont là, il y en a de partout, il y a un choix extraordinaire. Là, il y a un stand avec de la soupe aux choux et au lard, une odeur extraordinaire. Et si on va par là, on peut découvrir de la soupe à la châtaigne, à la courge avec un peu de gingembre et de poire. Vous m'en direz des nouvelles. Et de ce côté, c'est la vraie soupe traditionnelle avec des légumes qui sentent très très bon. Mais celle qui sent encore meilleure, c'est sur le stand de Fadette.
Fadette, c'est une très jolie jeune fille. Elle porte bien son nom parce que Fadette, ça veut dire petite fée, hein, Fade, Fadette. Elle est belle, elle a de longs cheveux brillants, un sourire éclatant, des yeux brillants autant que ses cheveux. Et tout autour de son stand, il y a des plantes sèches. Et elle a fait une soupe de plantes sauvages qui sent drôlement bon. Et en face d'elle, il y a un stand où il y a un jeune homme qui ne cesse de la regarder. C'est Yacine. Alors Yacine, c'est un berbère né en Cévennes, musicien de ses mains. Et il regarde Fadette parce qu'il est en amour. Mais les bergères, ce qu'elles regardent, elles, c'est la soupe de Fadette. Et Fadette, à force, elle leur dit, goûtez-la. Et quand elle la goûte, cette soupe délie les langues, crée des liens, et elles deviennent amies avec Fadette. Fadette leur dit, écoutez, je vois que les plantes vous intéressent. Demain, je vais sur la crête ramasser tout ce qu'il me faut. Si vous voulez, venez avec moi. Avec grand plaisir. Et le soir, elles vont dormir au Au moulin. moulin de Matagot, fatiguées. Et quand elles arrivent là, il y a une ambiance étrange. Lorsqu'elles passent le pont, elles aperçoivent le moulin qui est au bord d'une rivière en crue. Et on a l'impression que le moulin est suspendu au-dessus des eaux. Et sur le toit, il y a des chats noirs avec une lune au milieu du cou. Et elles se sentent observées. Les élémentaux sont là, veillent. Elles s'approchent de la porte vermoulue, la poussent. Et quand elle l'ouvre, elle rentre dans une pièce sombre où le temps semble s'être arrêté là. Tout ce qui se passe à l'extérieur ne le concerne pas. Cet instant est presque éternel. Là, il y a une mamette près du feu et dans sa marmite bout une bonne soupe. Elle regarde les trois bergères avec un sourire bienveillant et elle leur dit « Venez donc les petites, venez vous installer près du feu. » Vous savez, quand on est installé comme ça près de la cheminée, moi ça me fait penser aux vieilliers d'antan. Nous autres les Cévenols, on adore les histoires. On était prêts à l'époque à faire plus de 3 heures à pied, même la nuit, pour aller écouter une veillée. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, et même qu'il y ait le loup, parce qu'il y avait des loups en ce temps-là. Et les loups sont de retour. Mais venez donc vous asseoir. Oh, entendez-moi ces chats, ce sont des matagots. Ils sont jolis avec leur petite lune blanche sous le cou. J'en ai eu 1, puis 2, puis 3, puis maintenant il y en a 7. Tout ça, ça vient du temps du Moyen-Âge. En ce temps-là, les sorcières, on les brûlait, ces pauvres femmes, avec leurs chats qui n'y étaient pour rien du tout, ces pauvres chats noirs. Alors le bon Dieu a eu pitié quand même. Il a envoyé un ange sur terre. Et l'ange a mis son doigt sous le cou des chats noirs. Comme ça, cette marque, c'est la preuve qu'ils sont bénis de Dieu et qu'ils portent bonheur en plus. Je vous donne un secret. Si vous avez un matagot et que vous l'entendez miauler le matin, donnez-lui la première bouchée. Un jour, il miaulera plus fort encore. Et si vous le suivez, il vous amènera un trésor. Entendez bien ce que je vous dis. Le lendemain, après une excellente nuit, bercée par les murmures de la rivière, les bergères vont rejoindre Fadette sur le plateau. Et en chemin, elles cueillent de ci, de là des plantes comme ça. Mais Fadette leur dit, attention les filles, il ne faut pas cueillir les plantes n'importe comment. Il faut leur demander leur avis, sinon elles résistent. Et puis si vous voulez couper une plante pour vous soigner avec, vous énoncez sa vertu. Par exemple, si vous coupez de l'antoune, vous dites l'antoune sous stomaldoune. L'antoune soigne tous les maux. De l'artémise, vous lui dites, si fait ne connaît sous la valour de l'artémise, on ira toujours entre la carne et la camise. Si la femme connaissait la valeur de l'artémise, elle en aurait toujours entre la chair et la chemise. Oh, mais regardez donc, il y a d'énormes champignons. Ce sont des cyclotypes géants. À l'époque, on s'en servait pour soigner le bacille de coque. Mais depuis que la pénicilline, on les laisse de côté parce qu'ils ne sont pas très goûteux. Mais ceux-là sont étranges. Ils sont en forme de cercle. Ouh, cela indique un passage. Ça vous intéresse d'aller au rocher des fées? Ah ben oui, évidemment. Alors suivez-moi. Attention, doucement. Pas faire de bruit.
que vous voyez la fée? Moi, oui. Elle est où? Je la vois là-bas, dans ce rocher. Si tu la vois, c'est que tu es son invité. Midi, tu as l'air de t'y connaître en fée. Tu sais que nous, on cherche la chèvre fée, la chèvre d'or. Tu la connais? Oh, ben j'en ai entendu parler de la chèvre d'or, bien sûr. La légende vient de Barre des Cévennes. Mais alors, c'est une vraie pagaille. Il y en a qui disent qu'elle est dans le puits de certaines figuières, d'autres qu'elle est dans la grotte du Mas-Bonnet, d'autres disent enfin que la chèvre d'or est partie avec les Sarrasins de l'autre côté de la Méditerranée au Moyen-Âge, d'autres encore disent qu'elle est partie avec les Huguenots en Suisse. C'est impossible de s'y retrouver. Mais je vois que les fées vous intéressent. Moi, je connais la légende de la fée de la Vasque. Vous voulez la connaître? Ben oui. Alors ça, c'est une fée incroyable. Elle a un rôle très particulier. Elle est là pour initier les hommes avant le mariage au plaisir de l'amour. En général, ça se passe bien. Hein. Sauf que ce petit berger-là, il est tombé amoureux d'elle, ce Bécassou. Et Margot, qui doit épouser la semaine d'après, est très inquiète parce qu'elle voit arriver les chèvres sans son aimé. Et elle a bien raison de s'inquiéter. Hein. Elle remonte le chemin, et qu'est-ce qu'elle surprend? Celui qu'elle aime dans les bras de cette créature sublime. Alors sa gorge se serre, la jalousie s'empare d'elle, et elle se fige, elle se transforme en ce rocher qu'on appelle maintenant le rocher de la femme jalouse. Quant au berger, on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu. Il faut se méfier des fées, hein, car elles font beaucoup d'effets, surtout aux hommes. Ah, vous savez tout maintenant sur la fée de la Vasque. Oui, je vois ça. Mais il se fait tard. Je vois que vous êtes fatigués. Venez donc goûter chez moi. Je vous invite. Et bientôt, Fadette arrive devant un sureau. Elle dit « Oh, ça c'est mon sureau. Chaque fois que j'ai un chagrin, un souci, je viens là, ça me fait un bien fou. Je me confie à lui. Mais il paraît que je ne devrais pas. C'est ma grand-mère de Moissac qui me l'a dit. Parce que les sureaux ne sont pas très fiables. On ne peut pas leur laisser un secret. Ça, c'est à cause de ce roi. Il paraît qu'il y a très longtemps dans la région, il y avait un roi qui était étrange. Il avait de très très grandes oreilles. Et ses oreilles vibraient au murmure du vent. Elles écoutaient tous les secrets de la nature. Et il comprenait tout ce que les autres ne peuvent pas comprendre. Mais c'était gênant d'être différent avec de grandes oreilles, vous vous imaginez? Alors il voulait être comme tout le monde, car la différence est lourde à porter. Il a mis un bonnet rouge. Et il essayait de rentrer comme ça dans le troupeau. Mais vous avez déjà essayé d'être un mouton parmi un troupeau? Quand ce n'est pas votre nature, vous avez beau faire « meh, meh », personne n'y croit, même pas vous-même. Alors, un jour, ce roi n'a eu assez. Il est allé sous un sureau. À savoir pourquoi c'était un sureau, c'est comme ça. Il a enlevé son bonnet, il a dit « Je suis ce que je suis. Et puis, je suis bien comme je suis. » Et puis, il s'en est allé heureux et soulagé. Mais c'est marrant, cette histoire que tu racontes d'une bergère, ça me rappelle quelque chose. Tu sais, de l'autre côté, quand on a dormi chez Ante Maman, elle nous a raconté quelque chose un peu pareil là. Mais sauf que ce n'était pas un roi, c'était un chef de village. Et pareil, ce chef-là avait de longues oreilles qui le reliaient à l'au-delà. Et il en avait honte aussi. Alors je ne sais pas trop comment il est caché, je n'ai pas entendu, j'ai dû m'endormir à ce moment-là. Mais ce que je sais, c'est qu'un beau jour, ce secret trop lourd à porter, il a décidé de le confier à la terre. Il a creusé un trou et dans ce trou, il a crié son secret. Aussitôt, il a rebouché et il est parti sans se retourner. Hélas, s'il s'était retourné, il aurait vu qu'à l'endroit où il avait confié son secret, un roseau avait poussé, poussé, poussé jusqu'au ciel. Et on dit que par temps de vent, ce roseau se balance de part et d'autre et chuchote le secret du roi à tous les villages alentours. Et tout le monde savait. Et bien ce roi-là, il aurait dû se retourner aussi. Il aurait vu un petit berger, encore un, en train de couper une branche du sureau pour s'en faire un pipeau. Et quand le berger s'est mis à jouer, vous savez ce qu'on a entendu dans toute la région?
Le roi Midas a des oreilles d'âne. Rkeje brasim żelu murior. Le roi Midas a des oreilles d'âne. Rkeje brasim żelu murior. Le roi Midas a des oreilles d'âne. C'est pour ça qu'il ne faut jamais confier un secret sous un sureau. Ils ont des oreilles. Et aussi des yeux. Mais venez donc chez moi. Et Fadette invite les 3 bergères à rentrer chez elle. C'est une maison où il y a des poutres, des plantes séchées et une odeur extraordinaire. Et là, sur le bord, il y a un sac de sel d'au moins 30 kilos. Et on entend 156 201, 156 202. Mais qui c'est qui compte comme ça? Ben, c'est le drac. Qu'est-ce que le drac? Alors Fadette regarde les 3 bergères, elle dit, vous savez pas qui est le drac? Écoutez mon histoire. C'est quand même quelque chose. Hein. Fadette, quand elle est née, très peu de temps après, ses parents sont morts. Elle s'est retrouvée orpheline. Et c'est la tante Marthe, qui venait d'un village catholique, alors qu'elle est protestante, en Cévennes, ça a de l'importance, croyez-moi, qui s'est occupée d'elle. Et ça a été très difficile, elles étaient vraiment pauvres toutes les deux. Donc tante Marthe s'est bien occupée de sa nièce, mais elle en a gardé la difficulté de l'argent et elle est devenue quelque peu avare. Et l'autre jour, quand elle est allée à la fête de la soupe et qu'elle a vu que Fadette regardait Yacine et que Yacine n'avait que Dieu pour Fadette, ça ne lui a pas plu du tout. Non pas que Yacine soit berbère, ni même qu'il soit néo. Ce qui ne lui convient pas, c'est qu'il soit musicien. Même s'il joue de la musique comme un dieu, il ne ramènera pas de sous. Alors là, tante Marthe dit à Fadette, « Viens, j'ai 2 mots à te dire. Tu sais, je t'ai élevé, ça n'a pas été de la tarte tous les jours. Hein. Moi, j'aurai pas la retraite. Et c'est pas toi, en ramassant tes plantes sauvages, là, qui va faire tourner la marmite. Hein. Alors j'ai tout arrangé, crois-moi, tu en seras contente. Je t'ai trouvé un bon parti. C'est pas tellement qu'il soit beau, ni même jeune. Hein. C'est plutôt que c'est le plus riche de toute la région. C'est le vieux Chanchon. Et là, Fadette, elle devient toute blanche. Quoi? Pas lui? Il est horrible, cet homme. Et Fadette, toute triste, elle s'en va en courant, en claquant la porte. Elle pleure, ses larmes couvrent ses yeux. Elle va sous son vieux sureau et elle dit « C'est pas possible, je ne peux pas épouser le vieux Chanchon. Ma tante Marthe s'est tellement occupée de moi que je ne vais pas pouvoir lui dire non. Et il est laid, il est vieux, c'est un vieux grigou, il pue. Oh non, je ne veux pas me marier avec lui, il me dégoûte cet homme-là. » Puisque c'est comme ça, il ne me reste qu'une solution. Je vais me jeter dans la gourgue. Et elle va pour le faire. La gourgue, vous savez ce que c'est? Vous ne savez pas ce qu'est une gourgue? C'est un puits d'eau où il y a beaucoup de profondeur. En général, elle est glacée. Et là, juste à côté, il y a un buisson d'aubépine. Et une petite voix lui susurre. « Oh, Fadette, Fadette, ne te jette pas dans la gourgue. Tu es si jolie. » Qui vient de parler? Et Fadette réfléchit en même temps. Elle se dit qu'elle a entendu parler du drac. Il y en a ici qui ont entendu parler du drac. On dit qu'il prend la forme d'une chèvre noire, d'un buisson, d'un arbre. Enfin, il prend la forme qu'il veut, celui-là. Il adore compter et il déteste les mots religieux. Alors Fadette lui fait un petit test. Dis donc, toi, dis-moi combien il y a de baies d'aubépine dans ce petit buisson. Alors, la voix lui dit « Ah oui, bien sûr, j'adore compter. Il y en a 371. Oh, mon Dieu, c'est le drac !» Mais à ce mot, le drac dit « Oh, Fadette, parle-moi mieux. Je t'interdis d'employer ces mots avec moi. Mais si tu te montres gentille, si tu dis « Drac, je t'aime bien », je te promets que je ferai valser Chanchon et tante Marthe. Réfléchis. Et Fadette, elle s'en va de nouveau encore plus affolée. Elle cherche une solution, elle rentre chez elle, elle pousse la porte de la maison. Et là, c'est l'odeur. L'odeur de Chanchon qui lui vient aussitôt dans les narines. Chanchon est déjà installé.
Et tante Marthe lui a fait le grand cinéma. Elle a sorti sa fouillette de Carthagène, ses 2 verres en cristal, et elle a commencé la négociation. « Ah, monsieur Chanchon, je suis bien contente que vous soyez là, tiens. » Bon, pour organiser le mariage, il va falloir choisir pour les costumes quand même du beau tissu. Hein. On va prendre de la soie. Alors moi, j'ai un peu forci. Je pense que 4 mètres, ça devrait suffire. Fadette, elle est toute finette, 3 mètres, 2,50 m. Oh, 7 mètres, on va dire que ce sera bien. Et Chanchon, elle la regarde et dit « Ah non, ça va pas du tout, ça. 7 mètres, ça me semble beaucoup quand même, mais... Moi, je veux la mesurer précisément. Ça ne se fait pas les choses comme ça à moitié. Il faut être précis et concis. Allons donc chercher le mètre. On va la mesurer, je vois qu'elle rentre. » Et Fadette s'est mis à droite de Chanchon. Vous savez pourquoi? Il est borgne de l'œil droit. Parce que je ne vous ai pas tout dit sur Chanchon. Il est riche, il est vieux, il ne sent pas bon, il est borgne. Et il est très avare. Et là, Chanchon regarde tante Marthe, elle lui dit « Mais qu'est-ce que c'est cette jeune fille? Elle sait que je suis borne à l'œil droit et elle se met à ma droite. Mets-toi au milieu, là, que je puisse te mesurer correctement. » Et quand Fadette voit arriver ce maître, c'est trop pour elle. Elle lui dit « Drac, je t'aime bien, Drac, je t'aime bien, s'il te plaît, fais quelque chose. » Et aussitôt, un courant d'air rentre dans la pièce, vient se loger dans le maître, et à cet instant précis, tante Marthe fait « Aouh ! Monsieur Chanchon, j'espère que vous avez appris les bonnes manières. » Et Chanchon qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait, moi, quoi ?» Et à cet instant précis, il se prend un coup sur la tête, sa perruque saute, et le voilà, avec un crâne lisse comme un œuf. Et le maître commence à tout envoyer en l'air. La fouillette, le verre en cristal, tout est par terre, le dentier de tante Marthe, elle est tout ébouriffée, il se retrouve là au sol, et il se regarde sans plus d'apparat. Et puis Chanchon regarde tante Marthe et se dit « Ouh, cette femme-là, elle a l'air d'être une maîtresse femme, oui. J'aurais ça chez moi que ça filerait droit. Hein. Elle a l'air de savoir bien compter, en plus, ça me plaît. » Et tante Marthe, elle regarde Chanchon, elle se dit « Ouh, ce Chanchon-là, il n'est pas si vilain garçon, hein. Avec son crâne lisse comme un œuf, il me fait penser à une tirelire. Hein. » Et Chanchon dit « Et si on se mariait tous les deux, on économiserait un petit peu de tissu, vous ne croyez pas ?»« Ouh, ça c'est une riche idée, dit tante Marthe. Et les voilà, bras dessus, bras dessous. Ils sortent de la maison. Et Fadette, elle est partie en courant, elle rit. Et le Drac lui dit « Fadette, Fadette, tu as bien ri ?»« Oh oui, dit Fadette, j'aimerais que tout le monde rie autant que ce que je l'ai fait. »« T'inquiète pas, je suis là pour ça. » Et voilà que le Drac se transforme en pelote de soie. Une belle soie de bonne qualité. Et il se met là sur le bord du chemin. Et tante Marthe, elle le dit « Ouh, Chanchon, regardez ce que je vois là !» Il dit « Comment vous voulez que je vois? Je suis borgne. » Eh bien, moi, je ne le suis pas, croyez-moi. Hein. Et elle ne perd pas le nord non plus. Hein. Elle essaye d'attraper cette pelote, et c'est le Drac qui l'a fait courir un peu quand même. Hein. Mais à force de courir, elle a encore de bons mollets, elle attrape la pelote et elle dit « Regardez, Chanchon, avec ce tissu, on pourra bien serrer les coutures. Et on économisera encore un peu de tissu. » Et Chanchon, il dit « Oh, c'est vrai, après tout, le mariage, ça dure qu'un seul jour, hein. On peut être un peu serré. » Et c'est ainsi qu'ils arrivent le jour du mariage très serrés dans leur costume. Ils rentrent dans l'église qui est pleine, encore plus pleine que ce que vous êtes là sur les bancs. C'est à l'église. Parce que je vous l'ai dit, tante Marthe, au départ, était catholique. Et le curé fait son travail de curé. Il dit « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et vous savez que le Drac déteste ces mots-là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'échappe, le coquin. Et toutes les coutures se défont. Et tante Marthe et Chanchon se retrouvent nus comme des vers devant une assemblée hilare. Mais celle qui rit le plus, vous l'avez deviné, c'est Fadette. Elle s'en va en courant derrière l'église sur le banc et elle rit, elle rit, elle rit. Elle dit « J'ai jamais autant ri de ma vie. De voir tante Marthe comme ça, je suis désolée, mais ça m'a fait plaisir. » Et le buisson de mûre se met à murmurer. « Ah, Fadette, Fadette, tu as bien ri. Je suis plus fin que Yacine. Épouse-moi, épouse-moi. »« Quoi? T'épouser? Oui, épouse-moi, épouse-moi. »
Et à cet instant précis, elle voit arriver Yacine, tout content, qui dit « Ah, Fadette, on a bien ri, hein. J'espère que le jour où nous, on va se marier, on ne sera pas tout nus. Ta tante Marthe, elle doit être planquée dans le placard de Chanchon entre les écus, elle ne sortira pas de sitôt, hein. » Et là, quand Fadette voit Yacine, elle dit « Mais Yacine, c'est pas le moment. Oh, puis j'en ai assez !» Et elle s'en va en courant. « Il faut que je rentre chez moi, se dit-elle, que je me fasse une tisane de valériane pour me calmer, ou de lantoune, parce que lantoune, c'est ton maldoune. » Et elle prend la casserole, et la casserole lui dit « Fadette, Fadette, épouse-moi. » Ah ! Elle prend le torchon qui lui dit « Fadette, Fadette, épouse-moi. » Ah ! Et puis au bout d'un moment, elle dit « Écoute, ça va, Drac. Tu veux m'épouser? D'accord. Mais moi, j'épouse pas n'importe qui. Hein. Je veux te connaître. Ça fait à peine une semaine qu'on se fréquente. Ce n'est pas suffisant. Je voudrais, parce qu'il y a un proverbe berbère qui dit qu'en fait, pour bien se connaître, il faut partager le sel. Eh bien, je voudrais que tu partages ce sac de 30 kilos de sel de façon précise. Hein. Pas un grain de trop pour toi ou pour moi. Hein. Alors le drac adore compter, qu'est-ce qu'il dit? Oh oui, j'adore ça. Et il pénètre dans le sac et depuis il compte. Hein. Mais bientôt ça va s'arrêter. Alors Fadette regarde les bergères, elle dit j'ai tout organisé. On va se marier avec Yacine demain, comme ça le drac ne pourra plus rien que pour nous. Contre nous surtout. Vous êtes mes invités les bergères. Oh, formidable. Puisque les bergères sont invitées à un mariage, et surtout à celui-là, eh bien elles y vont au mariage. Et quand elles arrivent, il y a du monde de partout. Il y a des gens de toutes sortes. Il y a des cévenols pure souche, évidemment. Et là, il y a une cheminée. Il y a des néos aussi. Qui crépitent. Il y a des cèpes, il y a la famille de Braducade, sa de la maman Mimouna, sa sœur Nagette et son bébé. Il y a même des pieds noirs qui sont là depuis plus de 40 ans. C'est extraordinaire. Et toute il y en a cette qui ambiance, chantent, ils mangent, ils chantent, ils dansent, mais cette ambiance réveille le bébé de Nagette. Oh, le pauvre, il se met à pleurer. Alors, il y a 3 mamettes qui s'approchent de sa poussette. Elles disent « Mon Dieu, qu'il est beau, ce petit. Oh, il est tout bronzé, on dirait un petit beurre de la place au beurre. » Ou alors, attends, un petit gris de la prairie, alors? Ça lui plaît pas, il pleure encore plus. Oh, mais faut pas pleurer. Mais non, le petit gris, ne t'inquiète pas, c'est comme les petits escargots. C'est un escargot, le petit gris. Ben voilà. Il est tout le temps avec sa poussette. Enfin, avec sa coquille, comme toi, avec sa poussette. Ça marche Ça lui pas. plaît pas non plus. Au grand mot, les grands moyens. Sur aquello planeta passa una lebretta, aquello visette, aquello tuette, aquello préparette, aquello mangette et l'upicel pleurette. Piou, 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 y a pareil périeux. J'ai tout compris, dit Mimouna, parce que j'ai la même. Ah bon? Oui, c'est la même. Regarde, chez nous, on fait comme ça. Fiazet, thorotet, yo fait toi, ils sont et toi, ils et toi, chez toi. وينس شايد شويت وينس لا وينس واخا استنيغي لا ثامزه اش تقداو داو داو اش تندخ زاقه. C'est pareil, t'as tout compris? À quelques mots près. Hein. Vous aussi? Et la grand-mère, quand elle voit ce beau poupon, elle dit « Mon Dieu, quand je vois cet enfant, ça me fait penser que moi, quand j'étais petite, j'étais l'aînée de 7 enfants. » Et nous, on essaie à la maison. Hein. Il y avait une sage-femme qui passait, on l'appelait Avenance. Et quand elle passait, moi j'étais petite, on ne m'avait pas informée. J'entendais ma mère qui criait. C'était terrifiant. Et le lendemain, je peux te dire que j'avais compris. Hein. Il y avait du linge à laver, des couches, il y avait du travail. C'est pas comme à Pont-de-Montvert. À Pont-de-Montvert, vous savez ce qu'ils faisaient, ces coquins. Quand la femme allait accoucher, ils préparaient très bien la chambre, le lit impeccable, tout était propre. Et en réalité, elle allait accoucher soit au grenier parce qu'il y fait bon, soit à l'étable parce qu'il y a les animaux et qu'il fait bien chaud. Tout ça, c'était pour tromper les fées. Parce qu'il y a 3 fées. La première, elle donne le destin. Bon ou mauvais. Alors s'il est bon, tant mieux. S'il est mauvais, on a la guigne. Hein. La deuxième, elle veille, celle-là, elle est bonne. Mais la troisième, c'est celle qui... On dit il est enfadé celui-là. Vous savez, les fadas, elle occupe l'esprit des gens innocents. Alors gare à ceux qui se moquent des fadas, parce qu'il offense la fée qui est à l'intérieur, il va lui arriver des bricoles, celui-là. Hein. Ben, chez nous, dit Mimouna, on ne connaît pas les fées. Nous, c'est les accoucheuses. Elles sont là pour aider la maman à mettre au monde le bébé. Et quand le bébé sort, elle peut te dire quel caractère il va avoir plus tard. En général, les accoucheuses sont 3, mais ça peut arriver qu'elles soient seules. Et bien, même là, quand il sortait, elle te disait « Oh là là, celui-là, mauvais caractère, il pleure tout le temps, ce sera un mauvais caractère. Celui-là, il est fort, ouais,
eh ben, il va être costaud. Oh, celui-là, la santé, pas terrible. Et quand elle te rencontrait dans le village, elle te voyait, elle disait, oh, toi, j'avais vu que quand tu sortais de ta mère, eh ben, tu aurais ce caractère-là déjà, je le savais. Et je ne me suis pas trompée. Cante, custer, los esclop. Canteru, non, canteru, sing-sou. La porte s'ouvre et c'est la Fabienne qui arrive. Alors Fabienne, c'est une belle blonde et dans ses bras, elle tient son bébé. Et derrière elle, il y a Gaston. Gaston, c'est son mari. Sévenol, pure souche. On peut dire que celui-là, c'est le galant de Bergonius. Hein. Ça veut dire qu'il n'a pas de chance pour trouver une femme. Il faut dire qu'il a les circonstances atténuantes. Il habite tout seul, là-haut sur le plateau, avec sa mère et ses chèvres. Ça n'incite pas les jeunes filles à venir. Pourtant, il est beau garçon. Alors, il a été obligé d'aller sur Mystique. Et il en a trouvé une. Elle vient de la ville, elle est néo, c'est la Fabienne. Et quand ils se sont mis ensemble, ils n'ont pas entendu les 9 mois réglementaires pour que le bébé naisse. Hein. Et là, il se retrouve à la clinique de la grande ville, à Mende, et il voit sa femme qui essaye d'accoucher, mais ça ne vient pas. Et lui, s'impatiente. Il lui dit « Mais enfin, Fabienne, toi, tu es bien entourée d'une équipe médicale, et moi, mes chèvres là-bas, et mes agneaux, elles sont en train d'agnoler, les pauvres bêtes, les brebis, il faut que je sois là. Écoute, je te laisse, je reviendrai demain. » Et le lendemain, quand il revient, il voit une jolie petite fille, mais qu'elle est belle. Mais elle est bronzée, je vous le dis. Hein. Drôlement bronzée. Hein. Il regarde, il dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle n'a pas eu le temps de prendre le soleil depuis hier. » Mais enfin, quand même, c'est bizarre, ça. Et Fabien lui dit « Mais il faut que je t'explique, mon Gaston. Quand tu es parti hier, ça m'a mis vraiment en difficulté. L'accouchement s'est vraiment mal passé. J'ai perdu toutes mes forces. Et quand il est né, j'avais plus de lait. Alors, ils ont voulu lui donner du lait en poudre. Moi, je suis écolo. Je veux du lait maternel. » Et là, il y avait une brave dame qui est passée, qui est berbère. Elle a dit « Écoutez, chez nous, traditionnellement, on donne le 5. Il y en a pour un, il y en a pour deux. Hein. » Eh bien, tu me croiras si tu veux, Gaston. Hein. Mais au fur et à mesure que cette petite, elle a tété, elle est devenue brune, comme tu la vois. Elle était blanche pourtant au début, c'est promis. Alors Gaston regarde et s'est dit, c'est possible ça ? Vous croyez que c'est possible, vous ? Quand même, hein ? Et le soir, quand il arrive chez sa mère, il lui dit, t'as entendu ce que je te dis ? Tu crois que c'est possible ça, toi ? Et sa mère lui dit, mon Gaston, bien sûr que c'est possible, t'es... Moi, quand je t'ai eu, là, je me souviens que j'étais fatiguée, j'avais pas de lait non plus. Car qu'est-ce que j'ai fait ? Je t'ai donné le lait de la chèvre. C'est pour ça que tu as une belle paire de cornes maintenant, mon couillon. Et oh ! Ça fait beaucoup rire Mimouna. Puis elle lui dit « Oh, tu sais, là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, c'est un peu les mêmes histoires. Parce que, comme disait ma grand-mère, sous les voiles, il s'en passe toujours des choses. Va. C'est comme partout, quoi. » Cucut, cucut. Estan jagut, el campuchut, qui a trouvat un coustelet, qui en a fatch, un stolet, qui était adjudat, mon cousinette, pico, 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 martelette. La porte s'ouvre encore, et cette fois, c'est les mariés qui font leur apparition. Oh, Fadette est belle, elle a mis une robe de mousseline, ses cheveux sont là, librement. Autour de sa taille, elle a des yeux brillants, on dirait vraiment une fée. Et son parfum est envoûtant, il a envoûté surtout le cœur de Yacine qui la regarde comme si c'était un joyau. Mimouna se lève, elle dit chez nous, quand les mariés arrivent, on se lève, on chante et on danse. ايسي شذاري نوزي عججتم بريد عروضة بصبن ايور وارتري Atung quen kazun riban blu comme flour din lin madu. Belle fialaire, que fialaus dau matin auser, dimes perque. Viro fuseu, viro, dau matin auser, viro, se caucan se maridara, uno camisa blanco per sabia. Les 3 chemises de la vie d'une femme.
La première, c'est celle de la petite fille que sa maman soulève pour mettre une fessée quand elle a été désobéissante. La deuxième, c'est celle de la mariée que son époux soulève le soir des noces. La troisième chemise, il n'y a guère que le vent qui la soulève dans ses vieux jours. Et dans nos vieux jours, quand on est bien fatigué, il n'y a rien de tel qu'une bonne tisane d'antoune. Hein. Car l'antoune sous stomaldoune. Hein. Mais est-ce que quelqu'un sait au moins ce que c'est que l'antoune? Eh bien, une femme coiffée de rouge se lève dans l'assistance et dit « Moi, je sais. Je l'ai lu dans les livres, et ce qui est écrit dans les livres, c'est la vérité. L'antoune, c'est de la livèche. » Alors, il y a une petite fille avec des souliers rouges vernis là qui dit « C'est pas vrai ce que vous dites, madame, c'est de la berce. D'ailleurs, que mon papé, il en a dans son jardin qui pousse juste à côté des choux que broutent les chèvres. » Ah ben ça, c'est le signal. Oui, c'est le signal. Au temps des Camisards, quand les soldats du roi, les dragons, rentraient dans le pays, il y en avait toujours un qui guettait. Et quand on entendait « La chèvre va brouter le chou !» tout le monde lâchait les troupeaux de chèvres, de brebis qui se répandaient dans toute la campagne et dans toutes les montagnes. Et ainsi, le soir, elle retrouvait vite le chemin du bercail et les Camisards se cachaient dans les grottes. Ces mêmes grottes, plus tard, ont servi de refuge aux maquisards. Oui, lorsque les nazis étaient là, eh bien, les femmes redoublaient d'adresse pour faire diversion. Les hommes se cachaient dans la chambre de l'ogre, dans des caves, pendant des années. Et lorsqu'ils avaient mal aux jambes pour se les dégourdir un peu, ils sortaient et les femmes veillaient. Et quand elles voyaient passer l'ennemi, elles disaient « La chèvre broute le chou! La chèvre broute le chou !» Et aussitôt, les hommes gagnaient le maquis et se cachaient dans les grottes. Ils passaient par la porte de derrière. Mais à force d'entendre ce signal, la chèvre a brouté le chou, ça me fait penser à la chèvre d'or. Est-ce que quelqu'un connaît cette légende? Il y a une personne qui se lève, elle dit « Moi, j'étais enseignante à Bar-des-Cévennes. Et là-bas, les élèves la connaissaient. Ils me l'ont racontée. » Et cette légende, oui, elle remonte à bien longtemps. En ce temps-là, il y avait un berger. Il adorait son troupeau de chèvres. Il les connaissait chacune. Il ne leur avait pas donné de nom parce que, rien que de penser à elle, elle le savait. Et il avait une préférée. C'était sa fille, en quelque sorte. Elle était jolie, toute blanche, avec des yeux brillants. Elle savait tout ce qu'il pensait et il se connaissait tout d'elle. Ils sont devenus de beaux amis. Elle le faisait bisquer souvent, hein, mais il laissait faire. Et voilà qu'une nuit très froide, en hiver, il se met à neiger tant et tant que le poids de la neige fait effondrer le toit de la bergerie. Tout le troupeau est écrasé. Il n'y en a qu'une qui arrive à se sauver, c'est sa petite chèvre. Et elle s'en va bêlant en bêlant, alors qu'il fait froid, qu'il y a du vent, qu'il y a de la neige qui se mélange aux étoiles. Elle bêle tant et tant qu'elle finit par réveiller là-haut sur le Castellas la fée qui dormait dans sa grotte tranquillement, car vous le savez que les fées, elles font un peu comme les ours, elles hibernent, elles sortent surtout au printemps. Et alors la fée sort tout ébouriffée, elle se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et elle voit cette chèvre-là muette. Elle se dit « mon Dieu, Biquette, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Le gel t'a pétrifiée. Il faut que je te redonne la vie. » Elle va chercher sa baguette magique, elle se trompe dans ses charmes, tant elle est peu réveillée, et elle la transforme en chèvre d'or. Le lendemain matin, les villageois voient briller cette chèvre là-haut sur le Castellas. Il y en a certains qui croient que c'est la fin du monde. Il y en a d'autres qui ne perdent pas le nord. Ils se disent « demain, j'irai la dérober, ma fortune est faite ». Mais en réalité, dans la nuit, le berger l'a cherchée partout, sa chèvre tant aimée. Et il a fini par la trouver. Et quand il arrive au pied de cette chèvre d'or, il la reconnaît. Et il dit « mais je n'ai que faire de l'or. Ce n'est pas cette richesse-là qui m'intéresse. Je veux retrouver mon ami. » Et il pleure à chaudes larmes. Il fait un trou dans la neige et ça réveille encore la fée qui s'était recouchée. Elle revient à la surface et lui dit « oh berger, désolé, j'ai transformé ta petite Biquette. La voilà pétrifiée en or. Je vais essayer de défaire le destin, mais ce n'est pas facile. » Elle va chercher sa baguette, elle fait des charmes, et cette fois-ci, elle lui redonne la vie. Et le berger s'en va si heureux avec son ami que dans le pays, on dit que c'est l'homme le plus heureux qu'on a trouvé. Maintenant, vous savez, la chèvre d'or, vous ne la trouverez pas dans le puits de Figuière, ni même dans la grotte d'une Masbonnais, ni chez les Huguenots, ni chez les Sarrasins.
car cette chèvre fée, cette chèvre d'or, elle est dans nos esprits et dans nos cœurs d'hommes libres et surtout de femmes libres. Les bergères sont satisfaites de ce qu'elles ont entendu au sujet de cette chèvre. Alors tard dans la soirée, elles retournent au moulin de Matagot. Le lendemain matin, très tôt, elles sont réveillées par les miaulements d'un chat et quand elles le voient, il est tout noir avec une tache blanche dans le cou. Qu'est-ce qu'elles font? Elles lui donnent la première bouchée. Le chat satisfait continue à miauler, elles le suivent et il les mène dans le maquis au pied d'un immense châtaignier. Et ce châtaignier en fourche est impressionnant parce qu'on dirait qu'il touche le ciel. Et quand elles lèvent leurs yeux vers le ciel, sur les branches du châtaignier, tout à coup, l'oiseau blanc, l'oiseau fait d'argile de Bénécidel, vient s'y poser. Il leur donne une fleur et il se met à chanter. Legge-nous la poesia per cantar ce che viu, caressello l'ambrosio che tremunde l'homme diu. Cupo santo e versanto, leggia plein bord, leggia bolis estrambord. Et les n'avance du fort. Merci bien. Merci beaucoup. Et merci au régisseur qui m'a beaucoup aidé. Merci bien. Nous voulons remercier Pierre Vive de nous avoir accueillis dans ce beau lieu et puis tout ce qui nous a permis de créer ce spectacle. Les gens de là-bas, les gens d'ici, des Cévennes, nous avons beaucoup reçu et ça a été une très belle aventure. Voilà, merci beaucoup pour l'accueil chaleureux. Merci. Merci bien. Au revoir.